Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Nous sommes en direct sur Décideur TV et MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, eh bien, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Hervé Estampes, directeur général de l'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et Christian Gury, que vous connaissez déjà, qui est déjà intervenu dans l'une de nos émissions et qui est donc conseiller en gestion de compétences et de carrière. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, selon un sondage OpinionWay réalisé pour l'AFPA, justement, plus de 6 salariés sur 10 ont déjà envisagé de changer de métier, et pour 33% d'entre eux, eh bien, ça se fera dans les 3 ans à venir. Pour autant, ce choix eh bien, peut être un parcours du combattant. Alors, comment réussir sa reconversion professionnelle? Tel est le thème de ce décideur de l'emploi. Pour commencer, eh bien, avant de franchir le Rubicon, il y a l'envie, mais celle-ci ne se traduit pas toujours en action. Comment saute-t-on le pas, Christian Gury ? Bien effectivement, ces envies ne sont jamais issues de rien du tout. Il y a toujours au sein d'une envie de changer de métier quelque chose en rapport avec une expérience passée, un stage ou quelque chose dans l'histoire familiale. Ceci étant, pour franchir le pas et passer de l'idée et du rêve à la réalité, il est quand même nécessaire de bien se renseigner sur le type d'activité qu'on va vouloir faire et de vérifier quelles sont les compétences clés pour réussir dans ce métier-là et de s'assurer qu'on en possède au moins la majeure partie. Mais justement, est-ce que ce n'est pas le premier problème qui se pose? Souvent, on a envie de changer, mais on ne sait pas bien vers quoi se diriger. Hervé Estampes, est-ce que vous auriez un conseil, voilà, comment arriver à définir eh bien, le métier que l'on souhaite faire? Alors, tout d'abord, vous pouvez être conseillé par un certain nombre de personnes, et la loi, avec la réforme de la formation professionnelle, va institutionnaliser ces conseils en orientation professionnelle de manière à vous aider à formaliser votre projet. Quand on parle d'un bilan de compétences, c'est à ce moment-là qu'on met en avant les compétences clés que vous possédez, celles qui vous manqueraient, et potentiellement les formations que vous devriez accomplir pour pouvoir arriver à cerner l'entièreté des potentiels qu'il faudrait pour mener à bien votre projet. Alors vous-même, Hervé Estampes, vous avez un parcours assez éclectique. Vous êtes diplômé de l'ENA, vous avez commencé votre carrière dans l'armée de l'air, puis vous êtes devenu magistrat financier avant d'aller vers de l'audit chez Ernst & Young. Vous avez dirigé le département contrôle interne secteur public, et puis maintenant vous êtes directeur général de l'AFPA. Oui. Comment vous avez géré ces virages? Par passion. À un moment donné, je me disais que mon potentiel n'était pas, alors c'est très immodeste, mais mon potentiel n'était pas suffisamment exploré. On a beaucoup de gens comme ça, il y a quelqu'un qui travaille à l'URSSAF, qui est comptable, etc., qui se dit tiens, j'ai d'autres facultés, je peux faire autre chose. Et on parlait tout à l'heure des déclencheurs, là ça peut être un déclencheur. Et puis ensuite, j'ai mûri mon projet, j'ai pris le temps de le mûrir, j'ai bien regardé ce qu'il fallait faire, les efforts qu'il fallait faire, et j'ai bien calculé ma course. Et donc je pense que c'est la préparation qui a été la clé. Alors, Christian Gury, quelles sont justement les bonnes questions à se poser dans cette préparation? Alors, ce qu'il vient de dire est très intéressant. Moi aussi, j'ai eu un parcours un peu varié, et la question est toujours la même. C'est effectivement vers quoi est-ce que je vais m'orienter, et est-ce que je connais bien le métier vers lequel je souhaite m'orienter. Alors, de nos jours, c'est peut-être plus facile que dans le passé, mais globalement, la première chose à faire, c'est quand même de se renseigner auprès de gens qui font ce travail-là, qui font ce métier-là, cette activité, et de comprendre quels sont les paramètres clés de la réussite. En général, vous avez, pour tous les types de métiers, 3 à 4 compétences qui sont fondamentales. Et si vous n'avez pas ces 3 à 4 compétences, il est souhaitable de les acquérir avant de se lancer dans une vraie reconversion. N'oublions pas que la reconversion signifie de changer beaucoup de paramètres dans sa carrière, et c'est ça qui la différencie d'une simple évolution. Alors en effet, souvent on dit qu'un métier peut se subdiviser en 4 paramètres. Un poste de travail, il y a le métier justement, le secteur, la situation géographique, est-ce que je travaille en France, en Île-de-France, à l'étranger, et le type d'entreprise, une PME, une multinationale. Quand on fait le choix de se reconvertir, est-ce qu'il faut
qu'on peut changer les 4 paramètres d'un coup? Alors surtout pas. Surtout pas, parce que vous savez bien que, bon, d'une part, si vous cherchez un employeur, il ne pourra pas vous faire confiance si vous n'avez pas au moins une assise. Et deuxièmement, si vous vous lancez à votre compte, ben c'est pareil. Comment vos clients vont-ils vous faire confiance si vous n'avez aucune expérience dans rien du tout? Changer de région, par exemple, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est beaucoup. Partir de l'Île-de-France pour aller manager une équipe à Marseille ou encore pire à l'étranger, c'est en soi déjà une reconversion. Donc si vous changez en même temps le métier, le secteur d'activité et la géographie, eh ben, la probabilité est très faible de réussir. Il vous faudra envisager 2 étapes. Alors, si je peux me permettre d'un petit peu nuancer ce qui vient d'être dit, c'est qu'aujourd'hui, un des vrais problèmes du chômage, c'est du chômage frictionnel beaucoup. C'est-à-dire que vous avez une compétence, vous voulez travailler dans votre ancien emploi, malheureusement, c'est à 100 km de là que se trouve le job. Et donc, beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas faire de la mobilité parce que c'est très compliqué, les enfants, le conjoint, etc. Mais si on peut identifier de manière un peu opportuniste dans sa réflexion qu'il y a des lieux sur lesquels on pourrait effectivement prendre des emplois qui sont libres, je pense que là, on a un levier supplémentaire de réussite. Et donc, le message que je voudrais passer, c'est plutôt d'encourager les gens à la mobilité, parce que souvent, même s'il ne faut pas en occulter les limites et les difficultés, c'est là qu'on va peut-être trouver son bonheur. Alors justement, Rétro pose la question suivante. Puis-je me reconvertir à tout âge et dans n'importe quelle autre filière qui m'intéresse, même si à la base, je n'ai fait aucune étude pour ce métier? N'est-ce pas se tirer une balle dans le pied? Absolument pas. Alors, vous reconvertir à tout âge, au-delà de 75 ans, ça devient compliqué, hein, on est d'accord. Mais à l'AFPA, nous avons 20% de nos stagiaires qui ont plus de 45 ans. Ce qui veut dire qu'on est vraiment très clairement dans un moment où on n'a pas l'habitude forcément, où on se dit je vais durer encore quelques années, mais le marché de l'emploi vous rattrape et peut-être que vous n'avez plus de job. Et donc il faut par obligation parfois se reconvertir. Et donc on peut absolument... si on prend le temps nécessaire, si on s'assure d'avoir toujours pareil les bonnes compétences, etc., qu'on a bien identifié ce qui nous manquait et bien calibré la formation, on peut tout à fait redémarrer une carrière dans des métiers qui étaient très différents de ce que vous faisiez avant, c'est sûr. Christian Guerrier, on peut Tout à fait. se reconvertir à tout âge? On peut se reconvertir à tout âge. Le seul point, c'est que si on a une trentaine d'années, on peut pratiquement faire un virage à 180 degrés en changeant les 4 paramètres que vous avez mentionnés tout à l'heure d'un seul coup, parce que finalement, c'est possible. Si on a 45 ans, il faudra peut-être effectivement être un peu plus précautionneux et envisager 1 ou 2 étapes intermédiaires pour acquérir les points qui vont vous manquer. Ces étapes pouvant être tout simplement une formation. Et puis, ma foi, après, moi, je connais encore des gens j'accompagne des gens qui ont 55, 57 ans et qui se reconvertissent encore parce que, bon, peut-être que la retraite va arriver, mais au-delà de la retraite, il y a une vie. Et beaucoup de gens envisagent cette retraite avec une portion de vie professionnelle. Donc, même à 57 ans, on voit des gens qui font des reconversions assez majeures. Et en tout cas, il faut l'envisager à tout moment. Moi, je pense que c'est un facteur de bien-être, de se dire... Je peux changer. Si j'ai la volonté, je peux changer mon destin, je peux changer. On parle beaucoup de travaux sur la pénibilité. Vous voyez, le gouvernement dit on va vous donner des points de bonification. Vous vous rendez compte, vous avez 40 ans, vous faites un travail très pénible, et ce qu'on vous dit, c'est qu'au lieu de prendre retraite à 65 ans, vous pourrez la reprendre à 63. La bonne affaire. Donc c'est là qu'il faut se dire, je vais peut-être me reconvertir dans quelque chose qui est peut-être moins pénible, et je vais peut-être me sortir de la situation dans laquelle je suis. Donc gardons ça en tête. Alors Hervé Stamp, quand je vous écoute, eh bien, cette citation de Confucius me vient à l'esprit. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la difficulté, la dureté de nos organisations aujourd'hui, nos entreprises, qui demandent de la production, qui demandent de la présence, qui demandent de l'investissement. Et donc on peut effectivement se dire que si on est porté par un désir, quelque part on va trouver là un moteur pour pouvoir se réorienter et se réaliser. Et donc en tout cas, à l'AFPA, nous y croyons beaucoup à ce modèle-là. Alors, Christian Guerrier, Non, peut-être un commentaire sur... C'est tout à fait juste. Quand on fait un bilan de compétences, quand on accompagne quelqu'un en bilan de compétences, typiquement, je les fais travailler sur chacune de leurs compétences et sur leur expertise, leur niveau d'expertise dans la compétence, mais je les fais aussi travailler en même temps sur leur niveau de plaisir. Et ensuite, on classe les compétences non pas par expertise, mais par le produit du coefficient d'expertise et du coefficient de plaisir. Le plaisir,
c'est le secret de la réussite professionnelle. Alors, dans l'étude que vous avez publiée avec Opinionway, eh bien, en effet, 55% des salariés qui ont changé de métier estiment que leur épanouissement personnel et professionnel s'est amélioré. C'est un fait. En revanche, eh bien, parfois, la rémunération ne suit pas. Bien au contraire, eh bien, plus du tiers estiment que leur rémunération s'est détériorée. Alors, il y a des concessions à faire lors d'une reconversion. Oui, parfois dans ce sondage, on voit que beaucoup de gens ont opté pour la libre entreprise. Et donc on sait qu'il y a un temps d'amorçage, c'est-à-dire que vous n'allez pas immédiatement peut-être vous verser un salaire, mais que c'est sur 2-3 ans. C'est pour ça qu'il faut avoir bien préparé en amont, parce qu'il y a aussi les volets trésorerie. Là, je n'ai pas avoir de salaire, je ne vais pas être couvert, à quel moment est-ce que j'ai besoin d'avoir du cash pour m'aider à passer cette passe-là. Mais ensuite, je pense que beaucoup de gens sont prêts à faire un arbitrage entre plaisir, évolution professionnelle. Puis si vous savez que si vous étiez en Ile-de-France et que vous voulez ouvrir un gîte dans la Creuse, vous n'avez pas besoin du même salaire pour vivre bien. Alors là, on a parlé en effet de peut-être de la reconversion volontariste, liée peut-être à une appétence supplémentaire. Bien souvent, la reconversion professionnelle se fait suite à un licenciement. Comment on gère ce cas spécifique ? Il y a tout d'abord le choc, et le choc qui est souvent un cap difficile à passer. Et là, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je veux retrouver un travail exactement le même que celui que j'avais, mais là il faut vraiment se poser la question, parce que si je l'ai perdu, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Et après, quelle est l'énergie dont je dispose et quel est l'horizon que j'ai pour pouvoir échafauder un nouveau projet. Et c'est là qu'il faut être extrêmement soutenu, qu'il faut être accompagné et qu'il faut qu'on vous aide à franchir les barrières, parce que tout est possible dans notre beau pays, mais il faut encore se repérer dans les méandres de l'administration, dans les circuits. Et donc ça aussi, associez-vous à des expertises tierces qui vont vous aider. C'est souvent le cas lorsqu'il y a des plans sociaux, pour pouvoir vous repérer, à vous aider à formuler ce projet. Et est-ce que le point clé, Christian Gury, c'est ici la formation ? Alors la formation est souvent indispensable, mais pas toujours. Et c'est pour ça que je rejoins tout à fait votre point. La première chose à faire, c'est de vérifier par soi-même, ou si possible avec l'aide de quelqu'un, parce que quand on s'est fait licencier, effectivement, il y a un vrai problème de confiance en soi qui se pose. C'est de vérifier quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour faire ce que je veux faire, quelles sont les compétences que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui manque. Et dans ce qui manque, vous pouvez l'acquérir soit par un poste intermédiaire qui va vous permettre de l'acquérir avant de faire votre transformation, soit parfois, pas toujours, mais parfois, par une formation professionnelle. Alors la formation, à quoi ça sert ? Ça peut servir soit à consolider une expérience que vous avez en vous donnant de la théorie sur de la pratique, ça c'est très important. Ça permet de valider une expérience par un diplôme. Et bon, quand vous vous lancez à votre compte, ce n'est pas forcément indispensable. Quand vous cherchez un job, ça peut l'être, parce que, bon, voilà. Et puis, ça permet aussi, tout simplement, à acquérir une compétence qu'on n'a pas. Voilà. Ce sont les trois cas où la formation est utile. Alors, Hervé Stamp, on le rappelle, vous êtes donc le directeur de l'Association nationale de la formation professionnelle pour les adultes. Oui. Si, en effet, la formation peut appuyer une démarche de reconversion, la question qui se pose, c'est quelle formation choisir ? Et c'est là qu'il faut prendre son destin en main. Parce que vous avez peut-être rencontré des conseillers qui vont se fonder sur vraiment ce que vous étiez et voudront vous faire quelque chose d'un peu différent, mais sensiblement identique. C'est là que le plaisir intervient et c'est là qu'il faut soi-même aller se balader sur les sites. Nous, sur le site de l'AFPA, nous avons 3 millions de visiteurs par mois. Vous avez l'étendue des formations possibles et imaginables. Et donc, c'est avec ça que vous allez vous-même vous forger une idée et ensuite la valider, la tester. Mais c'est vous-même qui irez voir des conseillers en disant « moi, je veux plutôt faire ça » et non pas « dites-moi ce que vous me proposez ». Vous voyez la nuance ? Donc, il faut avoir une démarche proactive. Il faut être acteur du changement. Seulement, l'information, ça a un coût. Pas n'importe qui peut se payer peut-être le luxe de se former. Quels sont les dispositifs existants pour la formation ? Parce qu'il y a le DIF. On sait qu'il y a eu la réforme récemment justement de la formation professionnelle avec la création d'un compte épargne personnel, voilà, de la formation qui vous suit tout au long de votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous éclairer déjà un peu sur les dispositifs existants ? Alors, ils sont pléthores, bien évidemment. Les deux principaux étant, si vous êtes un actif,
donc vous travaillez dans une entreprise, mais vous voulez vous réorienter, vous avez un droit individuel à formation, il faut voir ça avec votre DRH, vous pouvez avoir un CIF, un congé individuel de formation, pendant parfois peut-être 10 mois ou 1 an, et donc ça va être quelque part l'ébauche de ce que va être le CPF en 2015. Deuxième cas le plus important, si vous êtes demandeur d'emploi. Là, vous rentrez dans des financements qui sont effectués par Pôle emploi. Et donc, c'est Pôle emploi qui vous aiguillera, mais qui vous aiguillera si vous lui dites « moi, je veux plutôt aller dans tel ou tel secteur » et qui ensuite, derrière, pourvoira au financement, sachant qu'in fine, ce sont les conseils régionaux qui financent la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Mais ça, c'est un détail que le demandeur d'emploi n'a pas besoin de savoir immédiatement. Et changer de métier au sein de son entreprise, est-ce que finalement c'est possible? Ça, c'est la meilleure solution. Et beaucoup d'entreprises sont contentes, si vous voulez, parce que rien ne sert de maintenir un employé qui s'ennuie dans un poste où il ne va pas être efficace. Donc, la majorité des entreprises, lorsqu'on va voir son DRH, comme vous le disiez, en disant, voilà, moi je pense que je pourrais mieux m'épanouir et mieux servir l'entreprise si j'étais dans un poste de telle ou telle catégorie, la majorité des entreprises essayent de donner suite à ce genre de choses. Pas toujours possible parce que les entreprises ont certaines limites, mais la majorité des entreprises essayent de donner suite. Hervé Sand, vous avez le même constat. Est-ce que l'employeur également essaye d'encourager ses salariés Une entreprise qui est bien gérée doit faire ce qu'on appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc je dois pouvoir savoir si votre job que vous occupez, est-ce qu'il est menacé dans 5 ans, parce qu'il y a une innovation technologique qui va menacer votre job, et je dois très en amont vous procurer les outils pour pouvoir vous réorienter et être de nouveau pleinement employable par l'entreprise dans 5 ans. Et donc ça, il y a des plans de formation des entreprises, il y a des sommes qui sont consacrées à ça. Et donc un bon DRH doit mettre en place une GPEC et doit pouvoir vous gérer et vous conseiller pour vous faire évoluer dans votre carrière. Alors, il y a beaucoup de questions concernant la perception des employeurs sur les salariés en reconversion. Jérôme demande quelle est la perception des employeurs sur les candidats en reconversion. James ou pas, demande effet girouette, point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas justement un facteur d'instabilité pour un employeur? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, de toute façon, vous demandez à 50 employeurs leur avis sur ce sujet et vous aurez 50 réponses différentes, si vous voulez. Et il est clair qu'une reconversion, on en fait de temps en temps dans sa carrière, mais on n'en fait pas tous les 6 mois. Donc l'effet girouette, entre guillemets, est associé à quelqu'un qui va changer d'entreprise ou de métier tous les 2 ans. Et est-ce que c'est plus difficile en France aussi, hein? C'est aussi, James Soupa qui relance, est-ce que c'est en France, souvent les recruteurs sont frileux lorsque le diplôme ne correspond pas au métier et qu'il n'y a pas eu un parcours rectiligne. Est-ce que c'est toujours le cas? Pour rebondir sur ce que dit M. Gury, je suis 100% d'accord. Il faut se méfier des CV où les gens changent tous les 18 mois d'employeur. Là, il y a un problème. Les gens qui font des tranches de 5-6 ans, parfait. Des gens qui se remettent en question, etc. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, on est beaucoup plus tolérant envers l'échec. Et moi, dans mes précédentes fonctions, quand j'ai dirigé un cabinet de consultants, quand quelqu'un venait me voir en me disant « j'ai tenté de me mettre à mon compte, mais ça n'a pas marché », il avait 9 chances sur 10 pour que je l'embauche. Voyez, parce que je me dis là, j'ai un très bon profil qui va tirer la quintessence de ses échecs et qui va derrière être extrêmement rebondissant, c'est pas cette expression, pour le futur. Donc je pense que notre économie, nos employeurs doivent être beaucoup plus tolérants vis-à-vis de l'échec. Alors justement, une autre question d'un internaute dans le sens de ce qu'on se dit, n'est-ce pas un atout de multiplier les expériences dans différents domaines? Alors, où se situe la limite entre instabilité et atout? Il faut quand même que d'une manière ou d'une autre, pour bien se diriger dans la vie et pour soi-même au moins, il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence. Pas une cohérence forcément, mais une certaine piste qu'on sente que la personne ait de l'enthousiasme pour quelque chose, si vous voulez. Quel est son rêve? Et qu'elle se dirige vers ce rêve, même si il s'accomplira peut-être jamais, mais qu'elle essaye de s'en rapprocher. Donc il faut quand même qu'on puisse distinguer, si ce n'est une cohérence dans le passé, qu'on distingue une envie vers une direction. Parce que sinon, où est l'envie, où est le plaisir? Et donc là, pour la personne elle-même, c'est délicat. Et de fait, si vous voulez, si vous avez de l'enthousiasme, l'employeur en face le ressent. Alors, certains comme vous, exceptionnels en France, il faut bien dire, vont choisir des gens qui ont eu une carrière multiple et variée. Malgré tout, la majorité reste assez frileuse. Absolument. Et vous n'avez qu'à faire l'expérience. Si vous confiez votre destinée à un chasseur de tête, vous lui dites « je veux faire autre chose », il y a 9 chances sur 10 qu'il revienne vers vous en vous proposant exactement le même job que vous aviez dans une entreprise précédente. On n'est pas assez créatif. Alors ce que nous, on arrive à faire, parce qu'on a cette expérience-là, c'est qu'on arrive à restructurer le CV
pour faire apparaître dans le passé les quelques petits points qui vont dans le bon sens et les mettre en valeur de façon à ce qu'ils soient plus visibles. Souvent, on dit les employeurs reprennent que des clones, et c'est pas faux. Mais d'un autre côté, très souvent, les chercheurs d'emploi ne savent pas mettre en valeur les bonnes choses dans leur CV. Ils parlent que de leur dernier job, et puis ils oublient de parler de ce qu'ils ont fait avant et qui va dans la bonne direction. C'est aussi, la faute est des deux côtés. Hein. Alors justement, sur quel conseil donneriez-vous justement à un candidat, à un salarié, qu'il soit actuellement en poste ou en recherche d'emploi, qui veut changer de domaine vis-à-vis de son précédent emploi ou de son emploi actuel, face à ces freins, ces difficultés qu'on a évoquées, quelles sont les ressources déjà qu'il faut mobiliser en lui, et ensuite en effet, quelle est la bonne manière de présenter un parcours existant pour le valoriser sur un nouvel emploi? Je vais vous donner un exemple d'un profil qu'on a vu récemment à l'AFPA, un gars, contrôleur de gestion, diplômé d'une belle école de commerce provinciale, qui reprend, et beaucoup d'entreprises sont en train d'être reprises aujourd'hui, l'entreprise de petit BTP. Voyez. Il est venu faire 2 modules de formation maçon à l'AFPA, pour comprendre ce qui se passait. Et après, il est allé voir son banquier, pour lui dire, voilà, il faut financer mon business plan. Mais je peux vous dire que les banquiers lui ont réservé le meilleur accueil. Donc, moralité, bien identifier ses points faibles, être professionnel, se donner les moyens, et ensuite, là, vous êtes convaincant. Même si vous faites parfois un petit écart, etc. Mais on voit bien le projet. Je reprends une entreprise. Il y a des opportunités en France aujourd'hui énormes, parce qu'on voit beaucoup de chefs d'entreprise qui passent la main en ce moment. Et donc, soyez professionnels, anticipez. Oui. Christian Gury. Puisque vous avez donné cet exemple-là, il m'en vient un autre à l'esprit qui est assez différent, mais qui va dans le même sens. Il y a 2 ans, j'ai rencontré une jeune femme qui devait avoir 30 ans et qui, depuis le début de sa carrière, travaillait dans la finance, comme ça, et en province. Et ni la province, ni les finances ne lui plaisaient, au point que, au bout de 10 minutes d'entretien, elle était littéralement en larmes. C'est quelqu'un qui était désespéré parce que ni son job, ni sa région ne lui plaisaient plus. Elle me dit, mais comment est-ce que je vais faire? Et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle me dit, moi, ce que je veux, c'est travailler dans la mode et dans les accessoires de mode. Et faire du marketing, parce que c'est ça qui me plaît. Et en creusant son CV, on a retrouvé un stage de fin d'études qui a duré quand même 1 an, puisqu'il a été prolongé, aux États-Unis, dans le secteur de la mode pour enfants et du marketing. Mais il lui est même pas venu à l'esprit tout seul qu'en mettant ça en valeur, elle pouvait basculer. Et elle a mis ça en valeur, et 3 mois après, elle était embauchée chez LVMH pour s'occuper des ceintures, ou je ne sais pas quelle. Voilà. Donc il faut arriver à valoriser et à prouver que ce qu'on demande, ce n'est pas un rêve, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vécu ou qui est déjà présent à l'intérieur de soi. Donc il faut partir d'une expérience passée et savoir la valoriser, ou alors effectivement se donner les moyens d'acquérir de nouvelles compétences, soit par la formation, soit en repassant peut-être par la case stage. Ça serait un peu ça le message ? Oui, c'est un peu ça le message, avec un volet trésorerie aussi, n'oubliez pas. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous quittez votre emploi de salarié, une rupture conventionnelle, c'est bien parce que ça vous permet de vous garantir les ACDIC. Et donc tout ça se réfléchit bien avant, parce qu'après, ce n'est pas immédiatement qu'on retrouve le même niveau de salaire quand on fait des reconversions. Eh bien écoutez, Christian Gury, peut-être pour terminer. Vraiment pour terminer, mais ça c'est vraiment fondamental ce que vous venez de dire. Il ne faut jamais lâcher son job avant d'être à peu près sûr que ce qu'on va faire va réussir. Ou en tout cas, essayer de limiter le risque financier, soit en usant effectivement de ce qu'offre le droit du travail. Je crois que la rupture conventionnelle est quelque chose qui avait été donc créé par Nicolas Sarkozy, qui est maintenant très utilisé par les salariés français. Mais il y en a d'autres. D'ailleurs, vous parliez de reprise d'entreprise. Il y a le congé partiel de reprise d'entreprise qui est proposé par de nombreux recruteurs, qui permet de pouvoir garder son job à mi-temps et en même temps de créer sa boîte. Est-ce que ça c'est quelque chose dont vous avez connaissance? Bien sûr. Pôle emploi, vous parlez des aides. Pôle emploi a des aides spécifiques. Si vous voulez devenir créateur d'entreprise, on vous déstocke l'intégralité des sommes qu'on vous aurait versées sur 2 ans, on vous les donne sur 6 mois. Et donc ce qui vous permet d'avoir un amorçage pour créer votre entreprise. Donc beaucoup de solutions existent finalement pour limiter ce risque financier. Pléthore. Il faut donc
avoir confiance en soi et bien oser franchir le Rubicon. C'est ça, on va terminer sur cette note positive et volontariste. Absolument. Tout à fait. Eh bien écoutez, merci messieurs. La semaine prochaine, on parlera de la perception des salariés français sur leurs employeurs étrangers. Hein. D'autant plus qu'on sait que 40% des sociétés du CAC 40 sont détenues par des étrangers. Donc, quelle est effectivement cette relation? Est-ce que c'est une idylle ou un choc des cultures? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Merci beaucoup.